Vous arrivez au bord de l'eau. L'air est frais. Vous regardez la surface et vous vous dites tout bas « Je le sens bien aujourd'hui ». Et pourtant, rien. Zéro touche. Que dalle. Pourquoi est-ce que votre fameux instinct de pêcheur vous ment si souvent? Vous vous êtes déjà posé la question? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va en fâcher quelques-uns. On va se demander si la pêche moderne n'est pas devenue une science à part entière. Une science si précise que votre instinct, votre flair et toutes les astuces de votre grand-père vous induisent systématiquement en erreur. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement pourquoi vous passez des journées entières à peigner l'eau pour rien. Préparez-vous à un choc de réalité. D'ailleurs, je suis curieux. Est-ce que vous croyez encore que la chance a sa place à la pêche? Répondez-moi dans les commentaires, on va voir qui sont les nostalgiques et qui sont les pragmatiques. Pour bien comprendre pourquoi on se trompe, il faut remonter à la source. On a tous appris à pêcher d'une certaine manière. Souvent, c'est un père, un oncle ou un vieil ami qui nous a mis une canne entre les mains pour la première fois. Ils nous ont transmis des règles d'or, des trucs du genre « il faut pêcher près des branches » ou bien « le poisson mord toujours mieux à l'aube ». Ces convictions, on les a gardées, on a grandi avec. Le problème, c'est que l'on reproduit les mêmes schémas depuis des dizaines d'années. On refuse de changer nos habitudes parce que, de temps en temps, un poisson vient confirmer notre croyance. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On se dit, tu vois, l'instinct, ça marche. Mais on oublie les 30 sorties précédentes où l'on n'a rien pris du tout. Le monde sous-marin a ses propres règles, des règles de biologie, de physique et de chimie. Et face à la pression de pêche actuelle, ceux qui refusent d'appliquer une approche scientifique sont ceux qui regardent les autres ramener du poisson. Vous arrivez sur votre poste préféré au petit matin. Le brouillard se lève tout doucement sur une eau parfaitement calme. Votre instinct de vieux loup de mer vous parle. Il vous dit de lancer votre leurre juste là, sous cet arbre mort qui trempe dans l'eau. C'est le poste classique, le poste de Manuel. Celui que votre grand-père vous aurait montré du doigt avec un clin d'œil complice. Vous passez 1 heure à peigner chaque branche. Vous variez les animations. Vous changez même de couleur 3 fois. Mais rien ne se passe. Pas une seule petite touche. Votre instinct vous murmure que le poisson n'a tout simplement pas faim aujourd'hui. Mais la science, elle, raconte une toute autre histoire. Si vous aviez une simple sonde de température, vous auriez remarqué un détail crucial. L'eau de surface s'est refroidie brutalement pendant la nuit. Les poissons fourrages ne sont plus sous cet arbre. Ils ont migré vers le centre du lac, là où l'eau est un peu plus profonde et surtout plus stable thermiquement. Les carnassiers ont simplement suivi leur repas. Votre instinct vous a dicté de pêcher la structure visible. La science de l'eau vous aurait dit de pêcher la couche thermique. C'est exactement comme ça que l'on passe une matinée à pêcher dans le vide absolu, en croyant dur comme fer que la chance n'est pas de notre côté. Parlons un peu de la météo et de la fameuse pression atmosphérique. Combien de fois avez-vous regardé le ciel noir arriver en vous disant « ça va être le festin, les poissons sentent l'orage arriver ». Votre instinct vous persuade que l'excitation dans l'air va se transmettre sous l'eau. Vous sortez vos leurres de surface, vous pêchez vite, vous êtes gonflé à bloc. Et là, c'est le calme plat. Une fois de plus, l'instinct se heurte au mur de la biologie. La vérité scientifique, c'est que la vessie natatoire des poissons est extrêmement sensible aux variations brutales de pression. Quand la pression chute d'un coup avant un gros orage, de nombreuses espèces ressentent un véritable inconfort physique. Ce n'est pas qu'ils n'ont plus faim, c'est qu'ils ont mal au ventre, pour le dire simplement. Pour compenser ce changement de pression, ils vont descendre plus en profondeur et se coller au fond pour retrouver un équilibre. Ils entrent dans une phase de léthargie.
pendant que vous vous acharnez en surface parce que vous sentez l'électricité dans l'air. La science vous aurait conseillé de monter un montage lourd et de gratter doucement le fond. Votre intuition vous a poussé à être agressif, alors qu'il fallait pêcher lentement et profondément. Le choix des couleurs de vos leurres est un autre domaine où l'instinct fait des ravages. Vous êtes devant votre boîte de matériel. Elle déborde de couleurs vives. Vous prenez un leurre rouge pompier parce que vous vous dites « l'eau est un peu piquée, il me faut une couleur qui flash pour attirer leur attention ». Vous lancez avec une confiance absolue. Mais sous l'eau, la physique optique prend le relais. La science nous prouve que le rouge est la toute première couleur du spectre à disparaître avec la profondeur. À seulement quelques mètres sous la surface, votre magnifique leurre rouge perd tout son éclat et devient gris foncé, voire complètement noir. Vous pensiez envoyer un signal visuel agressif, mais vous présentez en réalité une ombre terne. Si vous aviez réfléchi en termes de spectre lumineux et de filtration de la lumière, vous auriez choisi un leurre jaune, vert chartreuse ou même avec des reflets ultraviolets qui restent visibles beaucoup plus profondément. Votre cerveau humain a jugé la couleur à l'air libre, sous la lumière du soleil. C'est une erreur classique de jugement. Vous prêtez au poisson une vision humaine, au lieu d'appliquer la logique pure de la pénétration de la lumière dans un milieu aquatique. Et que dire de l'obsession de la pleine lune? C'est le mythe ultime du pêcheur instinctif. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « c'est la pleine lune cette nuit, les brochets vont être comme des fous demain matin ». Vous vous levez à 4 heures du matin, plein d'espoir, persuadé que les astres sont alignés en votre faveur. Vous arrivez sur place et la pêche est d'une tristesse absolue. Pourquoi? Parce que la science comportementale des poissons nous apprend l'inverse de ce que l'on croit. Les nuits de pleine lune, sans couverture nuageuse, offrent une visibilité incroyable sous l'eau. Les prédateurs ont passé toute la nuit à chasser. Ils voyaient leur proie comme en plein jour. Quand vous arrivez avec vos leurres à l'aube, au moment où votre instinct vous crie que c'est l'heure du repas, les poissons, eux, ont le ventre plein. Ils sont en pleine digestion et cherchent juste à se reposer à l'abri de la lumière. Au lieu de vous acharner aux aurores, l'approche scientifique aurait été de décaler votre sortie à la fin de la journée ou de chercher les zones d'ombre très denses en plein midi. Votre instinct vous a fait suivre le calendrier de votre grand-père au lieu de suivre le rythme digestif réel de l'animal. Abordons maintenant la vitesse de récupération. C'est un point sur lequel on se fait tous avoir par nos propres émotions. Vous êtes au bord de l'eau, il fait froid, vous avez envie de bouger pour vous réchauffer. Votre adrénaline vous pousse à mouliner rapidement. Vous ramenez votre leurre à toute vitesse. Vous avez l'impression d'imiter une proie qui fuit en panique. L'instinct de prédateur du pêcheur prend le dessus. Mais c'est oublier la mécanique des fluides et le métabolisme des poissons à sang froid. Si l'eau est froide, disons autour de 8 degrés, le poisson ne peut physiquement pas faire de sprint prolongé sans épuiser ses réserves d'énergie. Son cerveau calcule en permanence le ratio entre l'énergie dépensée pour attraper une proie et les calories que cette proie va lui rapporter. Si votre leurre passe trop vite, le poisson va l'observer, évaluer l'effort nécessaire et décider que cela ne vaut pas le coup. La science dicte des pauses très longues, des arrêts sur image de plusieurs secondes. C'est insupportable pour nos nerfs humains, ça va contre notre instinct d'action. Mais c'est cette lenteur calculée, presque scientifique, qui va convaincre un poisson engourdi d'ouvrir la gueule. L'approche silencieuse au bord de l'eau est une autre belle illusion. Vous marchez sur la berge sur la pointe des pieds. Vous chuchotez en parlant à votre collègue. Vous vous sentez comme un ninja des rivières. Votre instinct de chasseur terrestre vous rassure. Vous ne faites aucun bruit vocal. Et puis, au moment de changer de leurre, vous laissez tomber votre pince sur le fond en aluminium de votre barque. Ou vous fermez violemment la portière de votre voiture avant de descendre au bord de l'eau.
La science acoustique est impitoyable à ce sujet. Le son voyage environ 5 fois plus vite et beaucoup plus loin sous l'eau que dans l'air. Les fréquences graves, comme un choc sur une coque ou un pas lourd sur une berge creuse, se propagent comme une onde de choc directement sur la ligne latérale des poissons. C'est leur organe sensoriel principal. Vos chuchotements ne servent absolument à rien, car les sons aériens pénètrent très mal dans l'eau. En revanche, vos bruits de pas ou le raclement de votre boîte à pêche ont alerté tous les poissons sur un rayon de 50 mètres. Votre instinct s'est trompé de menace. Vous avez géré le son comme un humain et non comme une onde mécanique sous-marine. Le débat sur la discrétion de la ligne est un classique indémodable. Votre instinct vous pousse souvent à réduire le diamètre de votre fil. Vous vous dites « l'eau est claire comme de l'eau de roche, si je mets un gros fil, ils vont le voir et refuser mon leurre ». Vous finissez par pêcher le brochet avec un bas de ligne ridiculement fin en espérant ne pas vous faire couper. Pourtant, les études sur la vision des carnassiers démontrent que la question n'est pas le diamètre, mais l'indice de réfraction du matériau. Le fameux fluorocarbone que l'on utilise aujourd'hui possède un indice de réfraction très proche de celui de l'eau. Cela signifie que la lumière passe à travers presque sans être déviée. Sous l'eau, un fluorocarbone de 80 centièmes est beaucoup moins visible qu'une tresse verte de 15 centièmes. Votre instinct relie la grosseur à la visibilité, car c'est logique dans l'air. Mais dans l'eau, c'est la physique de la lumière qui règne. En affinant vos lignes par instinct, vous ne devenez pas forcément plus discret, vous augmentez juste le risque de casse de manière exponentielle lors d'un gros combat. La science du matériel a réglé ce problème, mais notre tête refuse parfois d'y croire. L'utilisation des attractants et des odeurs est aussi victime de nos croyances tenaces. L'image d'Épinal du pêcheur qui crache sur son appât pour porter chance est tenace. Aujourd'hui, on achète des sprays odorants à l'ail, au fromage ou à l'anis. On asperge généreusement notre leurre souple en reniflant le produit. On trouve que ça sent fort, donc on se dit instinctivement que le poisson va le sentir de très loin. Faux. L'olfaction sous-marine ne fonctionne pas du tout comme notre nez humain. Les poissons ne respirent pas des gaz odorants, ils détectent des acides aminés dissous dans l'eau. Les saveurs comme l'ail ou le café sont des concepts terrestres. Un carnassier réagit aux protéines, au sang et aux substances chimiques libérées par une proie blessée. Si votre attractant industriel n'est pas basé sur de véritables acides aminés solubles dans l'eau, vous mettez juste du parfum pour vous rassurer vous-même. La science chimique des attractants modernes est redoutable d'efficacité, mais seulement si on arrête de choisir les odeurs en fonction de nos propres goûts culinaires. Le poisson s'en moque de l'anis, il cherche une trace de stress métabolique. Parlons de la perception de la profondeur et de la zone de touche. Quand vous lancez votre leurre au milieu du lac, votre instinct vous force presque toujours à laisser couler jusqu'au fond. Pour beaucoup de pêcheurs, le fond, c'est la zone de sécurité. On gratte le fond, on tape sur les cailloux, on se sent en contrôle. C'est rassurant. Mais en faisant cela, vous ignorez totalement l'existence des poissons suspendus en pleine eau. Les études par sonar sont formelles. Les plus gros prédateurs passent souvent une grande partie de leur temps entre deux eaux, à traquer des bancs de poissons qui nagent en surface ou à mi-profondeur. Un brochet ou un sandre posté à 3 mètres de la surface dans une eau qui en fait 10 de profondeur ne descendra presque jamais pour attaquer un leurre qui gratte le fond. Leurs yeux sont placés sur le haut de leur tête pour surveiller ce qui se passe au-dessus d'eux. En suivant votre instinct de pêcher le fond à tout prix, vous passez plusieurs mètres en dessous de la zone d'attaque réelle. L'analyse géométrique et spatiale du comportement des poissons prouve que pêcher en pleine eau est souvent bien plus rentable, même si c'est psychologiquement plus difficile.
La taille des leurres est un autre piège instinctif redoutable. Le fameux proverbe « gros appât, gros poisson » est gravé dans l'esprit de tous les pêcheurs. Vous voulez battre votre record, alors vous montez un leurre gigantesque de 25 cm. Vous lancez un véritable parpaing toute la journée. Vous vous détruisez l'épaule, persuadé que le monstre du lac ne se déplacera que pour un repas digne de ce nom. Pourtant, la biologie de la nutrition des carnassiers nuance grandement cette croyance. L'efficacité énergétique prime avant tout. S'il y a une éclosion massive de petites proies ou des bancs d'alevins très denses, même les plus gros prédateurs vont se focaliser sur ces proies minuscules. Ils ouvrent la gueule et aspirent des centaines de petits poissons avec un effort minimal. C'est ce qu'on appelle la focalisation sur la proie abondante. Pendant que vous insistez avec votre énorme leurre qui représente un effort et un risque pour le poisson, le vrai géant du lac se nourrit tranquillement d'alevins de 5 cm. Savoir réduire la taille de ses leurres drastiquement, à l'encontre de son ego et de son instinct, est l'une des démarches les plus scientifiques et efficaces qui soient. L'heure de la journée dicte également nos habitudes de manière absurde. Le dogme est clair dans l'esprit de tous. Il faut être au bord de l'eau au lever du soleil et y retourner au crépuscule. Entre midi et 14 heures, on mange un sandwich en pensant que la pêche est terminée à cause du soleil qui tape. C'est un instinct de confort humain que l'on projette sur les poissons. Or, de nombreuses données enregistrées par les biologistes montrent des pics d'activité majeurs en plein milieu de la journée. Pourquoi? À cause des rayons ultraviolets. Sous certaines conditions d'ensoleillement et de clarté de l'eau, les rayons ultraviolets pénètrent en profondeur et font littéralement briller le plancton et certains petits crustacés. Toute la chaîne alimentaire s'active alors subitement au moment même où la lumière est la plus intense. De plus, la chaleur maximale du milieu de journée peut réchauffer les couches d'eau peu profondes en hiver, déclenchant l'appétit des carnassiers pendant une fenêtre très courte. En faisant votre sieste par habitude, vous passez à côté de l'explication purement thermique et lumineuse d'un potentiel coup de folie des poissons. L'entêtement du pêcheur sur un poste est une véritable maladie de l'instinct. Vous êtes sur une pointe rocheuse magnifique. C'est un spot parfait. Il y a du courant, du fond, des obstacles. Vous vous dites, c'est obligé, ils sont là, je vais insister jusqu'à ce qu'ils craquent. Vous passez 4 heures sans bouger d'1 mètre. Vous devenez obstiné. Mais la science moderne des déplacements aquatiques nous apprend que les carnassiers sont souvent très mobiles. Ils font des rondes. Ils suivent des itinéraires précis en fonction des courants, de l'oxygène dissous et des migrations du poisson-fourrage. Si un poste parfait est vide à 9 heures du matin, il ne sert à rien de le bombarder de leurres pendant des heures. La démarche logique et analytique consiste à prospecter rapidement, à valider ou invalider la présence de poissons actifs, puis à bouger. C'est ce que l'on nomme le power fishing. C'est une application statistique de la probabilité de croiser un poisson actif. En restant planté sur vos certitudes et sur la beauté du paysage, vous laissez votre instinct romantique saboter votre rendement. Le mythe de l'eau froide qui fige toute vie aquatique est encore très présent. En plein hiver, quand le givre recouvre les herbes sur la berge, votre instinct vous fait trembler. Vous sentez l'eau glaciale et vous vous dites que les poissons sont complètement endormis sur le fond. Vous pêchez sans conviction. Pourtant, l'étude des couches thermiques des lacs, la limnologie, montre un phénomène passionnant. L'eau atteint sa densité maximale à 4 degrés Celsius. Cela signifie que même si la surface est à 1 ou 2 degrés, ou même gelée, l'eau au fond du lac reste stable autour de 4 degrés. C'est une température où les poissons survivent très bien et continuent de s'alimenter régulièrement pour maintenir leur fonction vitale. Ils ne sont pas figés dans la glace comme le croit votre cerveau transi de froid. De plus, les espèces comme le brochet ou le sandre sont de véritables prédateurs d'eau froide.
Au lieu d'écouter vos doigts engourdis qui vous supplient de rentrer à la maison, écoutez la science thermique. Trouvez les fosses profondes, ralentissez la cadence et soyez prêts pour la touche de votre vie. Testons un instant l'affûtage de vos hameçons. C'est un geste rituel. Vous passez la pointe de votre hameçon sur la pulpe de votre pouce ou sur votre ongle. Ça accroche un peu. Votre instinct vous donne le feu vert. C'est bon, ça pique assez. Ce petit test tactile est l'une des pires erreurs d'évaluation que vous puissiez faire. La bouche d'un brochet ou d'un cendre n'a absolument rien à voir avec la chair tendre de votre doigt. C'est un pavage d'os dur, de cartilage épais et de dents. La biomécanique du ferrage demande une force de pénétration considérable pour percer cette armure. Si votre hameçon est juste assez piquant pour gratter votre peau, il va tout simplement glisser sur le palais osseux du poisson au moment du ferrage. Un affûtage véritablement scientifique implique un angle parfait et une pointe microscopique sans aucun défaut. Les pros utilisent des limes diamantées ou des hameçons affûtés chimiquement au laser. Ils ne se fient jamais à leurs doigts. Comprendre les lois de la physique de pénétration au lieu de se fier au toucher humain, c'est souvent la différence entre un poisson dans l'épuisette et un poisson qui se décroche devant vous. L'attitude face à la technologie, et plus particulièrement face aux sondeurs, révèle notre conflit intérieur. Beaucoup de pêcheurs de l'ancienne école détestent les écrans. Ils disent fièrement « Moi, je lis l'eau, je pêche à l'instinct, je ne joue pas à un jeu vidéo ». C'est une posture noble, mais complètement dépassée. Rejeter le sondeur, c'est comme refuser la lunette astronomique pour regarder les étoiles. L'instinct ne peut pas voir sous 30 mètres d'eau noire. Le sondeur moderne n'attrape pas le poisson à votre place. Il cartographie l'invisible. Il vous montre la position exacte de la thermocline, la densité du plancton et la réaction en direct des poissons face à votre leurre. Ignorer ces données scientifiques, c'est choisir l'aveuglement volontaire. Les écrans nous ont appris que des espèces que l'on croyait solitaires chassent en groupe ou que des poissons suivent parfois un leurre sur 50 mètres sans jamais mordre. Ce n'est plus de la magie, c'est de l'acquisition de données. Le pêcheur qui refuse cette évolution scientifique finit par pêcher des fantômes en invoquant la malchance. L'influence du vent est un autre sujet rempli de superstitions. Vous connaissez sûrement le dicton « vent d'est, pêche de peste » ou encore « vent du nord, le poisson d'or ». Votre instinct de pêcheur intègre ces rimes comme des vérités absolues. Si le vent tourne à l'est, vous perdez confiance et vous pêchez mal. Pourtant, la dynamique des fluides et la biologie locale baladent souvent ces dictons généralistes. Ce n'est pas la direction cardinale du vent qui compte, mais ce que le vent provoque sur le plan d'eau que vous pêchez. Le vent pousse la couche d'eau superficielle vers une berge précise. Cette eau transporte le plancton. Les petits poissons suivent le plancton. Et les gros poissons suivent les petits. C'est une équation mécanique simple. Si un vent d'est tape directement sur une berge creuse et oxygène fortement cette zone, ce sera la meilleure zone de pêche du lac, dicton ou pas dicton. L'approche scientifique analyse les courants créés par le vent, la turbidité de l'eau et le brassage de l'oxygène, au lieu de répéter une poésie apprise par cœur. Les tables solunaires et les applications de prévision de pêche sont aujourd'hui très populaires. Certains pêcheurs ne jurent que par elles. Ils regardent leur téléphone, voient un coefficient de pêche de 90% et se précipitent au bord de l'eau. Leur nouvel instinct technologique les rend aveugles au terrain. Mais la science écologique est complexe. Une application ne connaît pas le niveau de l'eau de votre rivière. Elle ne sait pas qu'il a plu de la boue la veille, ni qu'une écluse a été ouverte en amont. Se fier aveuglément à un algorithme générique, c'est tout aussi dangereux que de ne se fier qu'à la Lune. La véritable démarche scientifique, c'est de croiser les données. Oui, la théorie des marées et des astres joue un rôle. Mais elle est toujours subordonnée aux conditions locales immédiates, comme la clarté de l'eau,
la température et le débit. Si votre application vous indique l'heure de gloire mais que l'eau est couleur café au lait avec un courant de folie, la physique du milieu prend le dessus. L'application a tort et le fleuve a raison. Il y a aussi une énorme erreur de jugement concernant la mémoire des poissons. Votre instinct vous dit souvent que le poisson est une créature stupide avec une mémoire de 3 secondes. Donc, vous passez et repassez les mêmes leurres vibrants et bruyants sur les mêmes postes, semaine après semaine. Vous pensez que le brochet qui vous a vu hier a tout oublié aujourd'hui. Les études en neurobiologie des poissons démentent formellement ce cliché. Face à une forte pression de pêche, des espèces comme le black bass, le cendre ou le brochet développent des mécanismes d'apprentissage conditionnés très rapides. Ils apprennent à associer le claquement d'un leurre bruiteur ou la silhouette d'un appât très connu à un danger potentiel. C'est ce qu'on appelle l'éducation des poissons. Ils ne deviennent pas plus intelligents, ils modifient leurs réflexes de survie. En refusant cette vérité scientifique et en croyant affronter des animaux stupides, vous continuez d'utiliser des techniques qui provoquent désormais la fuite des poissons au lieu de provoquer leur attaque. Savoir changer radicalement de profil d'appât est une réponse scientifique à la pression de pêche. Parlons enfin de ce que l'on appelle le leurre de confiance. C'est le petit préféré, celui qui a les marques de dents. Votre instinct vous dicte de l'attacher au bout de votre ligne dès que la pêche devient difficile. Vous croyez profondément qu'il a une magie particulière, qu'il nage mieux que les autres. Le secret de ce leurre n'a absolument rien de magique. C'est une simple question de statistiques et de temps d'immersion. Si vous pêchez 80% du temps avec ce même leurre, il est mathématiquement logique qu'il capture 80% de vos poissons. Le biais psychologique est énorme. Vous associez sa réussite à ses qualités intrinsèques, alors que sa seule vraie qualité est de passer plus de temps dans l'eau que vos autres modèles. Si vous aviez l'audace, ou plutôt la rigueur scientifique, de pêcher de manière égale avec un leurre totalement différent, vous découvririez qu'il prend tout autant de poissons. L'instinct vous enferme dans une zone de confort rassurante avec votre leurre fétiche, vous empêchant d'explorer d'autres vibrations ou d'autres profondeurs qui seraient pourtant bien plus adaptées aux conditions du jour. Alors, faut-il pour autant détruire votre instinct et vous transformer en un robot sans âme, armé de sondes et de calculateurs? La réponse est non, car ce que vous appelez l'instinct n'est pas un don mystique tombé du ciel. En termes de sciences cognitives, votre instinct est en fait la somme de milliers de données, d'observations et d'échecs que votre cerveau a accumulés au fil des années et qu'il traite de manière inconsciente. Le problème, c'est quand cet ordinateur interne tourne avec de vieilles mises à jour. Si vos observations de base étaient fausses, comme croire que les couleurs restent les mêmes sous l'eau ou que le froid paralyse les poissons, alors votre instinct produit des décisions erronées. La clé de la pêche moderne, c'est de nourrir cet instinct avec des faits réels, prouvés par la biologie et la physique. Quand vous combinez l'expérience intuitive d'un pêcheur avec la rigueur scientifique de la compréhension du milieu aquatique, vous devenez redoutable. Vous ne pêchez plus au hasard, vous pêchez juste. Pour résumer, oui, la pêche est définitivement devenue une science. Et le plus gros retournement de situation dans tout ça, c'est de réaliser que notre propre intuition humaine est souvent notre pire ennemi au bord de l'eau. Nous projetons nos sensations de froid, de faim et de logique terrestre sur un monde aquatique qui obéit à des règles totalement différentes. La lumière, le son, la pression et la température dictent le comportement des poissons de manière stricte et mécanique. Accepter cela, ce n'est pas perdre la magie de la pêche. C'est au contraire ouvrir les yeux sur une réalité fascinante qui vous permettra enfin d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne approche. Vous ne subirez plus vos sorties, vous les maîtriserez. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette vidéo a bousculé vos vieilles habitudes,
et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément. Et maintenant, le débat est ouvert dans les commentaires. Quelle est la technique de votre grand-père que vous avez abandonnée avec le temps, ou au contraire, celle que vous continuez d'utiliser malgré tout?